Bonjour, bienvenue, re-bienvenue pour celles et ceux qui sont avec nous déjà depuis hier. Digitaline 2017 continue avec une nouvelle table ronde, la dernière d'ailleurs de ces 2 jours, intitulée Comment le digital peut-il favoriser le développement de la francophonie en Afrique. Pour évoquer le sujet, je suis entouré de 4 intervenants. Judicaël Regnault, qui est le plus proche de moi sur ma gauche, donc à votre droite, Judicaël Regnault, qui est sous-directeur des relations internationales au ministère de l'Éducation nationale. À sa gauche, Guy Menant, inspecteur général de l'éducation nationale honoraire et surtout membre du réseau Éducation pour tous en Afrique. De l'autre côté de la table ronde, Pascal Bringer, directeur général de Mascotte. Et puis avec nous à distance, j'espère qu'il nous entend et qu'il va pouvoir venir se ranger aux côtés de Pascal Bringer grâce au robot Awabot. Eh bien, c'est Thierry Coalac, directeur e-éducation chez Orange. Nous allons maintenant vivre en direct ce mouvement de translation. Venez encore un petit peu, voilà. Tournez-vous vers la caméra. Bonjour, Thierry. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Voilà, vous êtes voilà, très bien, merci beaucoup. Donc vous êtes vous également double casquette, directeur éducation chez Orange, et puis on parlera de votre association Aid for Free qui œuvre notamment en Afrique et notamment principalement en Afrique. Voilà, je vous propose tout de suite que l'on démarre en vous précisant, comme à chaque fois, que vous pouvez bien entendu poser vos questions sur le live tweet. Nous en avons déjà eu beaucoup lors des précédentes tables rondes. Pour la dernière, je compte sur votre participation active. On commence par définir le sujet, c'est toujours mieux de savoir de quoi on parle. La francophonie, de quoi s'agit-il? Je vais poser la question à monsieur Menant en 2 mots. Alors peut-être pas 2 mots, parce que quand on est inspecteur général, même si on est honoraire, évidemment, on a quand même le sens du verbe et de la phrase, mais en quelques mots, la francophonie, de quoi parle-t-on précisément? Voilà, alors en quelques mots, en quelques mots et quelques pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a actuellement 84 pays qui sont recensés, qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Et sur ces 84 pays, puisque nous avons parlé de l'Afrique, il y en a une vingtaine qui font partie de l'Afrique subsaharienne et qui se définissent, en fait, tous ces pays de la francophonie se définissent par le fait qu'ils partagent l'utilisation du français. Il faut bien savoir aussi que, en particulier en ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne, le français y est associé à de très nombreuses langues nationales. Et que, suivant les pays, ça peut être vraiment des chiffres importants. Au Cameroun, par exemple, on dénombre à peu près, je crois, 280 langues nationales en plus du français. Au Sénégal, c'est 40. Au Niger, une dizaine. Et donc, c'est une première chose, c'est une première idée qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la francophonie, c'est pas uniquement le français. C'est un ensemble de pays qui se regroupent autour du français comme dénominateur commun, mais sur le plan linguistique, c'est beaucoup plus varié. Donc 84 pays, combien de locuteurs, puisque c'est l'expression consacrée? Alors, au niveau mondial, l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, annonce 274 millions de locuteurs francophones, et en précisant que sur ces 274, il y en a 212 qui sont des utilisateurs quotidiens. Donc il s'agit bien de gens qui pratiquent le français, et qui le pratiquent, bon, on va dire, suffisamment couramment pour que ce soit un vecteur dont ils ont l'habitude. Et alors bon, 274 millions, c'est plus parlant si on se dit que ces 274 millions sont à 55%, ils sont en Afrique. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, a priori, la majorité des francophones sont sur l'Afrique francophone. Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus nombreux que nous. Ouais. Et il faut aussi bien comprendre que ce chiffre-là est en pleine évolution. Oui, il y a des projections à quoi, 2030, à 2050. 2050. Il y a une projection à 2050 qui annonce 700 millions de locuteurs et 85% de locuteurs francophones sur l'Afrique, justement. Alors bon, ces projections se fondent sur la démographie de l'Afrique, évidemment. Bon, mais pas seulement, sur le fait aussi que il y a eu de gros efforts qui ont été réalisés par les institutions scolaires dans les États concernés pour la scolarisation. Et si on part du principe que là actuellement le taux initial de scolarisation, donc l'entrée à l'école, peut atteindre 90% dans beaucoup de pays, on se dit que comme à l'école
une bonne partie dans les écoles publiques de l'enseignement se fait en français et que de toute façon le français fait partie des disciplines enseignées, on peut projeter, si l'école est efficace, que toute cette population devrait parler français à terme. La réalité est différente. On pourra en parler. On reviendra sur le sujet. Donc si je vous comprends bien, les pays francophones sont en Afrique et le seront de plus en plus. Ça, c'est un fait. De fait, oui. À vos côtés, donc Judicaël Regnault, vous êtes le sous-directeur des relations internationales au ministère de l'Éducation nationale. Quand on entend ça justement et qu'on dépend du ministère de l'Éducation nationale, on se dit là, il y a de quoi faire. Alors je ne sais pas si vous parlez en termes de marché, puisque depuis le début de Digitaline 2017, on oscille entre le monde de l'éducation et le monde du business, mais il y a des opportunités évidemment quand on est dans l'enseignement. Oui, absolument. Donc je rebondis sur ce que vient de dire notre collègue et ami Monsieur Ménan. Qu'on connaît bien d'ailleurs, puisque le ministère travaille avec le REPTA, qui est un réseau de collaboration éducative en Afrique. Et effectivement, pour le ministère, je dirais qu'il y a un véritable enjeu de coopération qui s'inscrit dans la politique générale de l'action extérieure de la France, avec en particulier depuis 2015 une nouvelle architecture de l'aide au développement qui remplace la précédente, qui était, pour faire vite, les objectifs du millénaire pour le développement, et qui avait une approche de l'éducation vers les pays d'Afrique subsaharienne, plutôt en termes de scolarisation universelle. Aujourd'hui, on est plus sur des enjeux de qualité, avec les objectifs du développement durable, et notamment tout ce qui concerne donc la maîtrise de la langue, l'acquisition des savoirs fondamentaux. Donc il y a un véritable enjeu dans les pays francophones pour l'exportation de notre système éducatif, qui est en français. Quand vous dites on passe à du qualitatif maintenant avec ce nouveau plan, ça veut dire quoi? Que vous n'allez plus faire de la masse, mais vous allez identifier des populations vers lesquelles vous vous tournerez prioritairement? C'est à peu près ça, c'est-à-dire que avec les objectifs du millénaire pour le développement jusqu'en 2015, donc notre principal acteur du développement, qui est l'Agence française du développement, finançait les États partenaires de la zone francophone pour la création d'infrastructures, d'écoles, la création de réseaux aussi. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de former les élèves au savoir, et donc de vérifier si notre coopération en termes d'acquisition de compétences, évidemment linguistiques, donc tout ce qui a trait à la maîtrise de la langue et du français, devient une préoccupation des bailleurs internationaux, ce qui était moins le cas jusqu'en 2015. Donc en tant que ministère, on a l'opportunité, je dirais, de mobiliser nos acteurs, c'est-à-dire essentiellement les académies, pour se projeter à l'international et en direction des pays francophones. Vous avez évoqué le mot de bailleur, je reviendrai un instant sur le financement, mais j'aimerais qu'on comprenne concrètement comment vous intervenez. C'est-à-dire que vous envoyez des fonds, vous envoyez des hommes, vous envoyez des manuels, vous envoyez des supports. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, il y a de tout cela. Ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'il y a du bottom-up, donc des actions qui sont menées par les acteurs académiques eux-mêmes, sous l'autorité des délégations aux relations internationales des académies. Bien sûr, nous encourageons, je dirais, ce type d'intervention. Mais au niveau du ministère lui-même, de l'État, on essaie de structurer tout cela d'abord en identifiant vraiment les besoins des pays partenaires. Ce qui veut dire que notre ministre ou les ministres successifs essaient, avec les pays partenaires, d'identifier les besoins. Et ça se traduit au niveau donc, de la direction des relations internationales par la signature de partenariats bilatéraux essentiellement, dans lesquels on va lister un certain nombre de domaines possibles de coopération. Et aujourd'hui, tout ce qui a trait à la maîtrise des savoirs fondamentaux
à l'évaluation des acquis des élèves dans ces pays-là. Donc à travers l'usage de la langue française, les ressources éducatives françaises est essentielle. Hein. Donc une fois qu'on a fait cette première démarche d'identification des besoins avec le pays partenaire, on mobilise nos acteurs avec, alors là, des partenaires aussi français, hein, le réseau des ambassades, bien sûr, le réseau des alliances françaises, les instituts français, et aussi l'Agence française de développement qui s'intéresse de plus en plus maintenant à l'expertise de nos acteurs et la possible projection de cette expertise, hein, puisque l'agence a des projets avec les pays qui permettent ensuite d'avoir des financements. Hein. Tout l'enjeu étant de pouvoir mobiliser aussi durablement nos acteurs. Très bien, je vous demanderai de mettre le micro vraiment très près de la bouche, parce que là je vois que nous avons une internaute, si je vois bien, Charlotte qui dit qu'on entend pas très bien. Je me tourne vers Thierry, voilà, qui est le robot à Wabot. Thierry, tout va bien, vous nous entendez ? Parfait, merci. Thierry, donc vous êtes directeur e-éducation chez Orange. J'ai une question, n'y voyez pas mal, ce n'est pas une question méchante. Mais que vient faire l'e-éducation chez Orange, puisque vous êtes quand même fournisseur, vous êtes opérateur de téléphonie mobile. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Quel est votre intérêt? Alors en fait Orange, comme vous le savez, c'est un énorme groupe mondial présent dans 34 pays dans le monde entier. Nous sommes un des leaders des métiers du numérique. On peut parler télécom, nous sommes au cœur de toute la transformation numérique du monde que nous observons actuellement. Et donc, nous souhaitons, au-delà de notre métier d'opérateur, être, on va dire, quelque part un partenaire de toutes les transformations numériques importantes des sociétés. Et il se trouve que celle de l'éducation est particulièrement importante, hein, comme vous le savez tous sur la table, puisque c'est celle qui va décider du développement des pays. Voilà, et on est en plein dans le débat. Et donc à ce titre, on souhaite participer de façon positive à la transformation des systèmes éducatifs en étant actifs dans l'éducation et la formation par le numérique. Bon, c'est d'abord à ce titre-là que nous sommes présents. Par ailleurs, donc, tous les usages numériques passeront forcément par du réseau. Hein. Et donc en Afrique, on est bien placé pour le savoir, parce que dans le cas de figure, effectivement, on attend parfois les accès pour avoir des usages. Et donc, nous sommes par ailleurs un maillon essentiel pour le développement des usages pédagogiques à l'éducation. La situation en Afrique, quelle est-elle? Je vais demander à la régie de baisser un tout petit peu les retours, parce que sinon on va accrocher, on va faire du Larsen. La situation en Afrique, puisque vous êtes opérateur, quelle est-elle en termes justement d'infrastructures, que on ne véhicule pas des images d'Épinal peut-être un peu éculées? La réalité, quelle est-elle? En fait, la réalité est que l'on constate un développement très très rapide, mais vraiment hyper rapide, du mobile et du smartphone. C'est-à-dire qu'il y a une adoption très très forte déjà du terminal smartphone par les populations, indépendamment du réseau. C'est-à-dire de toute façon, ils ont un smartphone. Alors, attendez Thierry, je pense qu'on n'entend pas bien. Je vais juste demander peut-être à Thierry, à Pascal de tendre le micro vers le haut-parleur, parce que je vois que ça s'active sur le réseau. J'entends en régie également que ça ne va pas très bien, donc voilà, pour que tout le monde entende, parce que moi je vous entends super bien. Voilà. Vous m'entendez mieux maintenant? Nous, on vous entend toujours aussi bien, mais après, c'est une question de diffusion. Voilà, terminé sur les infrastructures. Ce que je disais, c'est qu'on constate un développement très fort et très rapide de tout ce qui est usage sur smartphone et Internet mobile. Donc, on s'attend à une croissance de plus en plus rapide, sachant que le smartphone est de toute façon adopté par les Africains. J'ai vu personnellement dans des coins assez perdus des populations africaines qui avaient un smartphone, même s'ils ne font pas forcément de la 3G. C'est leur terminal de tous les jours, en Wi-Fi ou en 3G. Et donc on se prépare à une transformation très rapide via des usages mobiles. Très bien. Alors on va revenir sur le numérique et le digital learning, sur ce que l'on peut apporter pour ces pays francophones. Mais d'abord, peut-être définir ce que c'est que le numérique quand on parle à des pays alors développés, en voie de développement. Tous ne sont pas évidemment arrivés au même stade. Monsieur Ménan. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une grosse différence suivant les pays. Par exemple, il y a des chiffres qu'on peut trouver assez facilement dans les enquêtes internationales,
qui vont dans le sens de ce que disait Thierry à l'instant, mais qui montrent que, par exemple, quand on compare le Sénégal et le Niger, on n'est pas du tout dans le même cas de figure pour ce qui est de la pénétration de la téléphonie mobile. Donc, d'un pays à l'autre, il va falloir en effet penser des solutions forcément différentes. Alors après, il y a adaptation déjà au pays. Adaptation au pays. Il y a autre chose qu'il faut bien dire, c'est que en effet, bon, la téléphonie mobile, certes, les smartphones, c'est vrai, mais si on veut que la population, qu'une majorité de la population accède à tout ce que Internet peut apporter, ça nécessite au départ une maîtrise de l'écriture et de la lecture qui est loin d'être acquise. Pour le moment, il y a, pour les statistiques qui sont données sur les taux de scolarisation, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que pratiquement maintenant, bon, la très forte majorité des enfants finit par arriver, est affichée en tout cas comme rentrant à l'école. Mais on peut dire qu'il y a guère que, bon, allez, on va dire la moitié, en étant optimiste, qui continue, qui termine le cycle primaire. Ce qui fait que tous ces jeunes qui sont partis précocement, on parle des décrocheurs en France, on en a parlé dans des interventions d'hier, ici, enfin en Afrique, les décrocheurs sont quasiment la norme. Et après 2 ans d'école primaire, on ne maîtrise pas l'écriture et la lecture. Et ça nous renvoie au problème de l'articulation entre la langue maternelle et le français. Si on veut que la majorité des populations d'Afrique profitent d'Internet, il faut qu'ils puissent utiliser une langue qui est très représentée sur la toile. Le français est la quatrième langue, bon, ça dépend comment on calcule, et ça dépend de ce qu'on va voir, mais on peut dire qu'en moyenne c'est de cet ordre-là. L'ordre de grandeur de la place du français sur la toile est autour du rang 4. Les langues maternelles sont en revanche très peu représentées sur Internet. Donc pour profiter des apports du numérique et profiter des TIS au sens large, il faut passer par la maîtrise du français. Ce qui veut dire qu'il faut revoir peut-être la façon de pousser du contenu. Je vais me tourner vers Pascal Bragier dans un instant. Ne pas penser un peu, pardon pour le mot, l'impérialisme français, on pousse tout en français et débrouillez-vous avec ça. Il faut aussi d'abord qu'ils maîtrisent, vous l'avez dit tout à l'heure, 40 langues pour un pays, 80 langues pour un autre, ça paraît incroyable. Mais il faut d'abord qu'ils maîtrisent dans leur propre langue maternelle les savoirs de base, écrire, lire, pour pouvoir ensuite transposer en français. On ne peut pas apprendre à travailler en français si, évidemment, on ne maîtrise pas ça dans sa langue maternelle. C'est ça. Oui, alors c'est exactement ça. Actuellement, le système dominant pour les apprentissages en Afrique francophone, c'est qu'on commence par apprendre, on commence dès le départ en français. Le français est langue de scolarisation dès le début. Donc c'est une erreur, d'après ce que d'après ce que je comprends. Ça peut vous n'avez qu'à essayer de vous représenter la difficulté que vous auriez rencontrée si vous étiez rentré à l'école pour recevoir un enseignement, essayez d'apprendre dans une langue dont vous ne connaissez rien, qui n'est pas du tout pratiquée ni par vous, ni autour de vous, ni chez vous, et qui est, pour certaines écoles de brousse, complètement inexistante dans l'environnement autour. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Donc c'est une langue complètement exotique et on rajoute une difficulté énorme. Ce qui fait que, bon, un certain nombre d'enfants, en particulier justement dans les zones rurales, après 2 ans, ils décrochent et on les comprend. Ils ne retirent rien en fait de leur scolarité. Et quand on les interroge après, quand on les rencontre, on n'est pas surpris qu'ils parlent pas un mot de français, bien que pendant 2 ans, théoriquement, ils en ont fait. Donc effectivement, la solution, c'est ce que vous disiez, enfin la solution qui est expérimentée vraiment par les pays de plus en plus. Il y a des structures d'ailleurs qui se sont mises en place autour des années 2011, voilà, à partir de 2011-2012, hein, à l'initiative de l'OIF, de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AFD a participé, enfin, et donc ces études universitaires très approfondies ont débouché sur une initiative qui s'appelle Élan Afrique, École et langue nationale en Afrique. Cette initiative expérimente de façon très comment dire, rigoureuse ce que l'on peut espérer faire et ce à quoi on peut arriver en enseignant d'abord
dans sa langue, on apprend dans sa langue, et en parallèle, on apprend le français parlé, et une fois que le français oral est maîtrisé, comme parallèlement on a appris à lire et écrire dans sa langue, ensuite on enchaîne, on passe au français écrit, et on peut espérer, alors à ce moment-là, arriver au score dont parlait l'OIF avec les projections spectaculaires. Mais si on ne franchit pas cette étape-là, actuellement, on est loin du compte. On est loin du compte. On est loin du compte en nombre de francophones, oui. Hein, parce que par exemple au Sénégal, c'est 24% de francophones. Donc il ne faut pas croire que tout le Sénégal est francophone. Judy Kahn et puis après Pascal Oringer. Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Guy. Je pense qu'aussi ce qui est très important, c'est donc de s'inscrire, hein, je le disais, mais je le redis, de s'inscrire dans les politiques nationales, les politiques linguistiques nationales et les politiques sectorielles, éducatives. Donc, à partir du moment où nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'être en dialogue avec les partenaires, hein, pour éviter ce que vous disiez aussi, le biais impérialiste, hein, qui est très très sensible, hein, en Afrique francophone. On l'a vu récemment avec le déplacement du président au Burkina Faso. Hein. Donc, il y a vraiment un enjeu je dirais, de partenariat bilatéral fin avec les pays. Maintenant, ça n'exclut pas non plus la réflexion multilatérale, hein, y compris avec les partenaires de la francophonie. Hein. Il y a une instance que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Confémen, avec laquelle on travaille régulièrement, qui est la conférence des ministres de l'éducation des pays francophones, dont une grande majorité est africaine. Et avec eux, donc, on peut pousser toutes ces thématiques dans un cadre multilatéral pour ensuite les décliner sur le terrain. Hein. Donc ça aussi, cette dimension, je dirais, multilatérale reste très, très importante. Pascal Bringer, comment vous faites? Alors, directeur général de Mascotte, vous produisez des contenus, des ressources, on en a parlé hier. Comment vous faites? J'imagine que vous n'allez pas traduire dans les 80 langues qui sont disponibles dans tel ou tel pays. Et il faut arriver en deuxième couche, une fois que l'enseignement de base est déjà acquis? Alors la plateforme que l'on développe, Tactiléo, souvent pour expliquer ce qu'elle fait, je dis que c'est une forge à fabriquer du contenu. Donc on a une plateforme avec des modèles d'exercice qui vont permettre à des enseignants de créer leur contenu. Elle peut héberger bien sûr du contenu éditorialisé et permettre de le diffuser sur tout type de support. Un vidéoprojecteur, ce qui peut permettre d'adresser une centaine d'élèves dans une classe, ce qui est des effectifs qui sont très élevés, qui paraissent très très élevés en France et qui sont assez communs en Afrique, parce que la démographie des élèves ne va pas aussi vite que la démographie des enseignants. Ensuite, on peut aussi les pousser sur les smartphones, car comme l'indiquait Thierry, l'usage des smartphones se développe fortement en Afrique. Donc on peut amener effectivement des contenus déjà existants et qui vont pouvoir être modifiés, transformés, parce que c'est l'intérêt d'une plateforme de digital learning, c'est que ces contenus sont éditables. Et l'objectif, c'est de fournir à ces enseignants cette forge à faire du contenu, parce que comme l'indiquait Guy Ménan, si l'on a des contenus pour apprendre à lire en français, on n'a pas des contenus pour les 280 langues que l'on peut trouver dans certains pays, et il va falloir engager les enseignants à produire leur contenu, et c'est très important d'avoir un contenu qui soit localisé dans le pays, et surtout produit par les acteurs du pays, qui vont, si ce contenu est local, les gens vont se l'approprier beaucoup plus facilement. Thierry Coillac, est-ce que vous fournissez, vous, du contenu, ou vous ne faites que, ça n'est pas péjoratif, hein, quand je dis vous ne faites que, est-ce que vous vous occupez simplement des infrastructures, des équipements et des tuyaux, en gros? Non, effectivement, donc nous sommes opérateurs, et donc nous limitons à notre métier de transporter le contenu. Et pour revenir sur les points qui ont été abordés entre les contenus locaux et les contenus français, en fait, nous souhaitons diffuser tous les contenus. Alors, il se trouve que ceux qui sont immédiatement disponibles sont pour beaucoup des contenus de partenaires français, dont beaucoup sont académiques, hein, comme le CNED, Canopé, Français Institut Numérique. Par contre, on souhaite également accompagner les acteurs locaux, et notamment, par exemple, les universités virtuelles, hein, comme celle de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, pour diffuser également leur contenu. Et on pense que ça va aller relativement rapidement. Le développement du numérique et des usages vont aller très rapidement. Et moi, personnellement, je pense qu'il y aura bientôt, il y aura très vite bien plus de contenu local africain que de contenu français.
c'est l'affaire de 3 ans. Merci. Judicaël Regnault, vous souhaitiez réagir sur les contenus. Oui, je voulais réagir. Bon, effectivement, avec Orange, il y a une démarche qui est en cours, qui est très intéressante pour vraiment donner l'accès au contenu produit par le système éducatif français, effectivement à travers nos opérateurs connus comme que sont le CNED, Canopé, ou dans le domaine universitaire aussi les UNT, les universités numériques thématiques aussi. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais je voulais juste revenir sur, pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité, il faut le dire, entre les contenus locaux et les contenus français. Je vais prendre un exemple parce que c'est assez abstrait jusqu'à présent ce qu'on dit, mais on a un partenariat par exemple avec Haïti, qui est un pays francophone et créolophone. Donc on a mis en place un partenariat qui, à travers notre plateforme Magister, qui sert à former les enseignants français à distance, on a mis en place un partenariat pour que les Haïtiens puissent produire une plateforme équivalente de formation de leurs propres enseignants. Donc on met à disposition des contenus français existants s'ils le souhaitent, mais on leur apprend à faire vivre cette plateforme avec leur contenu créolophone. Donc je crois que ce qui est très important avec les partenaires, et c'est un des enjeux pour l'ensemble, à mon avis, des pays et des partenariats qu'on peut avoir en Afrique, c'est qu'on va mettre à disposition nos ressources. Ils peuvent les exploiter s'ils le souhaitent. En tout cas, ils peuvent aussi mettre sur ces plateformes leur propre contenu. C'est ce qui se passe avec PhoneMOOC, par exemple, dans le domaine universitaire, où il y a une production de contenu francophone par les pays sur cette plateforme. Hier, nous avions une table ronde sur les banques de ressources numériques qui ont été produites par le ministère de l'Éducation nationale à destination des enseignants des écoles primaires et du collège. Et on avait une enseignante qui témoignait sur la table ronde et qui nous expliquait qu'il y avait différents niveaux d'appropriation de ces plateformes avec les contenus qui sont fournis. Elle nous disait que dans un premier temps, on allait prendre les contenus tels qu'ils étaient faits. Et on les exécutait en classe clé en main. La deuxième étape... Sans prendre trop de risques. Sans prendre trop de risques, voilà. Parce que ça rassure. Ouais. La deuxième étape, c'était, comme ces contenus sont éditables, d'y mettre sa petite touche personnelle. Je vais rajouter une question de plus, je vais modifier une image, une vidéo, un texte. Et puis, elle disait, après, on rentre dans les usages approfondis de la plateforme et on crée nous-mêmes nos propres contenus. Et on en revient à ce que disait Judicaël, c'est-à-dire que fournir des bases de contenu au départ, eh bien, ça va faire ce sera les fondations pour construire un contenu local. Alors nous n'avons pas abordé un point parce que nous sommes partis très très vite dans cette discussion. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Ménan, la démographie qui est galopante et il y a aussi un problème majeur, c'est celui du déficit des enseignants. Si on est en train de parler de l'impact du digital, du numérique dans l'enseignement, c'est aussi pour pallier cette absence de professeurs, mais il va falloir aussi les former. Je suppose qu'on va avoir le même phénomène que celui qu'on a déjà évoqué en France hier lors d'une table ronde, c'est-à-dire que si on ne forme pas les formateurs, voire les utilisateurs, voilà, c'est autant enfiler des perles et il n'y aura pas grand intérêt à la fin, non ? Oui, bon, ça c'est vrai. Mais en fait, disons que le numérique, je n'irai pas exactement dans le sens que vous venez d'évoquer, où le numérique peut pallier le manque d'enseignants. En fait, en partie peut-être. Disons qu'on apporte avec le numérique des outils qui vont faciliter le travail des enseignants et qui vont les aider à élever la qualité de leur pratique quotidienne en changeant les méthodes pédagogiques, en apportant beaucoup plus de support, en facilitant de ce fait les prises de parole. Donc du coup, les enfants, que ce soit dans les premières années où ils vont travailler sur leur langue maternelle ou par la suite, quand le français est devenu plus langue de scolarisation, dans les deux cas, on va faciliter les prises autonomes, individuelles, d'expression. On va faire des cours beaucoup plus actifs, participatifs. On change complètement la donne. Donc c'est plutôt ça qui va se passer. Alors, bon, les classes, effectivement, à 100 élèves, dont parlait tout à l'heure Pascal Bringer, en effet, c'est une réalité. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec le numérique,
on ne remplace pas l'enseignant, mais on lui permet de diversifier ses modes d'intervention. Donc on lui facilite un peu la tâche. On lui facilite la tâche et on lui permet de faire des groupes qui vont travailler en autonomie pendant que lui s'occupe d'autres élèves. Il retourne. Enfin, oui, il y a un dialogue qui se fait entre l'outil numérique et le maître plus traditionnel. Et puis, bon, il y a une chose que je voulais dire aussi, parce que là, j'ai vu qu'il y a une question. Voilà, oui. L'équipement numérique ne peut-il pas permettre de motiver les décrocheurs? Alors, il y a deux choses dans les expériences que nous avons suivies. Alors, soit dans un cadre institutionnel, comme Judicaël Regnault l'évoquait à l'instant, soit dans le cadre de mon réseau, le réseau Éducation pour tous en Afrique, le réseau associatif dans lequel je travaille, enfin, pour lequel je milite, en fait, comme bénévole, plus exactement. Ce qu'on a constaté, c'est que déjà, quand on commence à parler dans sa langue à l'école et qu'on commence à travailler dans une langue qu'on comprend, à ce moment-là, une partie du décrochage disparaît. Au Niger, tiens, par exemple, au Niger, se sont mis en place à l'initiative du gouvernement, l'initiative, je veux dire, des ministères, ce qu'ils appelaient les classes de la seconde chance. Et des structures d'éducation non formelle, des ONG, la société civile, avec lesquelles nous travaillons plutôt dans notre réseau, en ont repris, les ont prolongés, en ont créé d'autres. Et dans ces classes de la seconde chance, il n'y avait pas de numérique. Et le décrochage a complètement disparu. Voilà, donc le numérique, oui, bien sûr, va y contribuer, mais la solution initiale, elle est de s'assurer que l'école, en effet, apporte des réponses et montre qu'elle est ancrée dans le quotidien des élèves. Alors bon, après, bon, si c'est vrai, on a vu, par exemple, l'expérience que nous avons vécue conjointement avec Pascal Bringer sur l'introduction de tableaux numériques en Afrique. Il y a eu un nombre important de ces dispositifs qui ont été installés dans des écoles publiques et des écoles, donc des classes, des structures. Alors, bilan très positif pour ce qui est de la motivation. Après, des difficultés techniques se sont rajoutées. C'est vrai qu'un vidéoprojecteur traditionnel en Afrique, remplacer la lampe, c'est pas immédiat, il chauffe, il claque, enfin bon, on a eu des difficultés importantes. Et puis on a eu, je reviens à la question initiale, la formation. On a essayé, on a vraiment fait un gros effort d'accompagnement de la mise en place de ces matériels. Il y a eu beaucoup d'interventions en formation. On peut dire que, bon, voilà, la plupart des enseignants qui ont été équipés, pour ne pas dire tous, ont eu des formations probablement pas assez longues et puis pas assez réinjectées par la suite. Ce qui fait que ils sont restés très souvent sur la phase initiale de reproduction de ce qu'ils avaient vécu à l'étape numéro 1. Et ils ne se sont pas appropriés l'outil, ils n'ont pas créé. Alors ça vient aussi de ce que les outils étaient moins modernes et on a beaucoup d'espoir avec les nouvelles plateformes qui sont peut-être plus intuitives et que l'on peut s'approprier personnellement. Judicaël Regnault, je vois que vous souhaitez réagir sur le côté le numérique ou objet facilitant pour les enseignants. Voilà. Et là encore, je rebondis sur ce que dit Guy. Je pense qu'il faut être très très pragmatique et s'imaginer effectivement ce que c'est qu'une pratique de classe en Afrique. Donc j'ai eu la chance lors d'une mission en République démocratique du Congo d'assister à des pratiques de classe sans numérique et de voir la valeur ajoutée de l'introduction, par exemple, de capsules numériques. Là, je fais allusion aux fondamentaux produits par Canopé, qui ont tout de suite débloqué la pratique enseignante. Et là, pour le coup, c'est des capsules très simples, avec très peu même de mots. Donc, c'est-à-dire que l'enseignant peut mettre ses mots, ça peut être du français, mais ça peut être d'autres mots en lingala, par exemple, pour la RDC. Et ça marchait très bien parce que pour les élèves donc du primaire, c'était une incitation effectivement à poser des questions, à être proactif extraordinaire. C'est-à-dire les notions simples comme la soustraction, et l'enseignant, sinon il enseignait, disons, selon la méthode peut-être qu'on a connue nous dans les années d'avant-guerre ou à la communale. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée du numérique. C'est pas la panacée, mais c'est vraiment une injection de contenu incitatif dans les pratiques de classe. Pascal Bringer, sur ces plateformes qui sont en fait intuitives, qu'ils doivent être intuitives, si j'ai bien compris, pour que les enseignants se l'approprient. C'est important, ça, quand vous les concevez dans l'ergonomie. Oui,
Complètement. Il faut que la plateforme Tactiléo, on l'a développée dans le cadre d'un programme investissement d'avenir lancé par le ministère de l'Éducation nationale, et pendant les 3-4 ans de R&D qui ont conduit au développement de la plateforme, on a eu un grand nombre d'établissements qui étaient testeurs à toutes les phases de la conception. C'est-à-dire que à chaque étape, c'était validé dans les classes. Et lorsqu'on allait faire les formations au fur et à mesure du développement de l'outil, on relevait systématiquement, moi, ce que j'appelais les points rugueux. C'est-à-dire qu'on regardait les enseignants travailler et on regardait là où ça n'était pas intuitif, où ils avaient besoin d'une aide. Et on faisait évoluer le produit pour qu'ils aient plus besoin d'aide pour passer à l'étape suivante. Et le fait qu'on ait fait ce co-développement avec de nombreux enseignants et établissements a permis d'avoir un produit, alors certes qui peut toujours être plus simple, parce qu'on n'en est jamais satisfait, on veut toujours être sur quelque chose de plus simple, mais comme le disait Guy Ménan, par rapport à l'expérience qu'on avait vécue dans les années ça devait être 2010-2011, en 7 ans, les technologies ont énormément évolué. On le voit d'ailleurs sur les applications qu'on a sur nos smartphones. C'est très intuitif, c'est beaucoup plus simple. Et on peut parier que grâce aux évolutions technologiques, on est amené de la simplicité qui va permettre aux enseignants de s'approprier beaucoup plus facilement ces outils qui, comme l'indique Guy, amène de la motivation, c'est-à-dire que ça permet de diversifier les pratiques, ça permet d'engager les élèves. J'ai eu la chance là il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, de faire une mission conduite par Business France et Cap Digital en Côte d'Ivoire. Et le ministère de l'Éducation nationale nous indiquait qu'ils avaient beaucoup de mal à engager les élèves dans les filières scientifiques, parce qu'ils ont besoin de former des ingénieurs, et même en prenant tous les élèves qui sont dans les filières scientifiques niveau bac, ils n'en ont pas assez pour alimenter les écoles d'ingénieurs, et tous ne vont pas en école d'ingénieurs. Donc si on peut amener des supports motivants pour les élèves de collège, de lycée, et rendre les sciences plus attractives, on a un autre enjeu qui est très important pour ces pays. Je voudrais me tourner vers Thierry Coilhac de Orange e-éducation et parler de votre double casquette, votre deuxième casquette, qui est celle de fondateur d'une ONG qui s'appelle Ed for Free, Education for Free. On a bien vu les difficultés liées donc au développement d'un certain nombre de supports en Afrique, et notamment pour la francophonie. On a évoqué les difficultés peut-être des réseaux, pas identiques dans chaque pays. C'est pour ça que vous avez lancé cette association, où vous avez vu qu'il y avait des besoins énormes et que vous vous êtes dit, qu'est-ce que je peux faire en ayant toutes les connaissances qui sont les miennes, à la fois techniques et commerciales. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, je vais revenir sur la valeur ajoutée du numérique dans les écoles en Afrique. Pour moi, la première est simplement qu'en Afrique, il y a quand même beaucoup d'écoles qui n'ont strictement rien en termes de manuels et de ressources. Il n'y a rien. Et j'ai fait une formation en Côte d'Ivoire dans une école. Et d'un seul coup, ils ont compris qu'ils avaient une bibliothèque multimédia avec Wikipédia, qu'ils avaient des dictionnaires, 3 millions de définitions, qu'ils avaient des milliers de vidéos de la Khan Academy. Et en fait, on part d'une situation ils n'ont rien à une quantité colossale de contenu accessible directement par leur smartphone. Bon, ça, pour moi, c'est la valeur ajoutée essentielle. Et quand les profs ont compris ça, ils étaient ravis. L'ONG partenaire qui était avec moi, il est très sérieusement, il est sorti dehors, il avait les bras au ciel en disant je suis l'homme le plus heureux du monde, parce qu'il venait de comprendre qu'il y avait la solution à tous ces problèmes. Donc pour moi, la porte, c'est les contenus. La deuxième, c'est lié aux enseignants, c'est-à-dire que le numérique permet aussi de former les enseignants. Alors ça rejoint Magister. Magister, ils ont Canopé, une plateforme de formation qui est la Magister, c'est du Moodle, et ça, c'est exactement ce qu'il faut pour former un enseignant et le préparer à son métier. Et d'ailleurs, avec les contenus, il aura également de quoi préparer ses cours. Le son est bon, là, ça va ? Ça va. Alors maintenant, du coup, je vais revenir à l'ONG. Effectivement, sachant la contribution colossale qui était possible avec le numérique, mais malgré tout le fait qu'il y avait encore très peu d'écoles connectées et qui n'ont pas les moyens de se connecter, j'ai lancé une ONG dont la mission est d'équiper des écoles avec des solutions hyper low cost. En l'occurrence, dans un petit boîtier qui est gros comme un paquet de cigarettes et qui coûte 120 €, on met des dizaines de milliers de contenus pédagogiques, dont j'en ai cité quelques-uns, donc Wikipédia, Wikipedia, dictionnaire, 5000 bouquins, la Khan Academy, pour 120 €.
Si on leur ajoute une tablette et un projecteur, ça leur fait un outil pour préparer le cours et faire cours. Par ailleurs, les enseignants, les parents et les élèves des collèges et lycées peuvent se connecter à leur propre smartphone et donc accéder eux-mêmes au contenu et les télécharger. Et du coup, ça fait une bibliothèque multimédia scolaire dans le village alors qu'il n'y avait rien par avant. Et qui est accessible offline, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir du réseau. C'est ça qui est important. L'école pilote où j'ai formé les enseignants il y a 3 semaines a été choisie par le ministère de l'Éducation. Ils ont choisi une école complètement paumée au fin fond de la campagne. Il nous a fallu 1 heure de route dans des chemins pas possibles. Il n'y a strictement pas de réseau. Et on leur amène un réseau local Wi-Fi, avec du contenu local, et donc ils ont leur petit environnement numérique dans l'école, voire dans le village en fait, parce qu'on peut mettre la même boîte dans une salle municipale, et d'ailleurs on peut mettre d'autres contenus qui ne sont pas pédagogiques, on peut mettre des contenus informatifs liés à la santé ou liés à la formation professionnelle sur l'agriculture par exemple. Très bien, merci donc pour cette précision et ce projet que vous portez avec votre association Ed for Free. Non, je voulais aussi réagir à ce que disait Thierry par rapport à ce qui paraît très important aussi. Il faut jamais l'oublier, effectivement, c'est que les pays d'Afrique et les pays francophones, on l'avait dit en début de programme, et c'est qu'ils font face aussi à un défi de massification. Et ça, il faut jamais l'oublier, avec effectivement des moyens limités. Et donc tout ce qui peut aussi contribuer, parce qu'on est parti très loin peut-être dans la qualité, mais tout ce qui peut contribuer aussi à l'accès à des ressources est bien en soi. Et ça, c'est aussi une position qu'il faut garder. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de donner l'accès à la ressource, même brute, et déjà quelque chose de positif, et ensuite qu'on soit associé, que tout le monde s'associe, c'est-à-dire les éditeurs, les pédagogues, les institutionnels et les bailleurs de fonds, in fine, est extrêmement important, parce que là on a des solutions aussi beaucoup plus agiles, beaucoup moins chères que les solutions qui avaient pu prévaloir par le passé, comme la mise à disposition de manuels scolaires. Rendez-vous. Vous avez pu constater qu'ils dormaient, voire pire, croupissaient dans certains ministères. Même on était allé en mission en RDC, toujours, où on voyait bien que c'était un programme très coûteux de la Banque mondiale et de d'IFID, mais ça aurait pu aussi être un programme de l'AFD. Là, je ne cherche pas à viser tel ou tel bailleur, mais il y avait, on a l'impression que cet argent serait peut-être beaucoup mieux utilisé avec du numérique et permettrait en tout cas de toucher des populations beaucoup plus facilement, et permettrait aussi de réactualiser facilement la ressource, parce qu'il y a une obsolescence rapide aussi de la ressource, des programmes, de tout. Donc l'avantage du numérique aussi, c'est d'avoir des solutions réactualisables très vite. J'ai une question pour Thierry, une question de quelqu'un qui doit bien connaître la chose, c'est Raspberry PI, point d'interrogation, votre petit paquet de cigarettes, c'est ça. Effectivement, donc on voit qu'on a, c'est tout à fait, c'est un Raspberry PI 3, qui mine rien est un mini serveur Linux qui est très très puissant en fait. Et donc pour donner une précision, typiquement on peut connecter jusqu'à 25 terminaux, 25 smartphones, tablettes ou PC, en mode navigation pour un coût très modique. Donc le Raspberry, si on met la boîte, la batterie et la carte SD, ça fait 120 €. Très bien, 120 € donc pour un Raspberry Pi. C'est Biznet qui posait la question. Dès que déjà avec un nom, un avatar pareil, sans doute qu'on est connecté et qu'on est un peu geek. Monsieur Ménan. Oui. On m'entend là? Oui. Oui, par rapport à ce que vient de dire Thierry à l'instant, il y a il faut bien voir que l'atout principal du dispositif, il l'a dit, c'est effectivement la richesse en base de données, en ressources, et qui sont sur la petite carte mémoire de son Raspberry. Ceci dit, ça on l'avait un peu expérimenté aussi à l'époque où nous avions mis en place les TNI. On fournissait pas des ordinateurs vides, ils avaient des ressources. C'était le programme Sankoré. C'était le programme Sankoré. Voilà. Il y avait beaucoup de ressources à l'intérieur du programme Sankoré, dans les ordinateurs du programme Sankoré. Ce qui a manqué derrière, c'est d'aider les utilisateurs à naviguer dans cette base de données énorme pour qu'ils arrivent à repérer ce qui correspondait exactement à leurs besoins. Donc, on revient sur le problème de la formation. Alors sinon, il y avait autre chose, je sais pas, j'ai peut-être pas complètement entendu ce que tu disais, mais est-ce que tu as parlé de l'autonomie par rapport à la batterie? Parce que ton dispositif fonctionne
sur une batterie qui lui permet d'être complètement autonome et de s'affranchir d'une des difficultés très importantes qu'on rencontre en Afrique, et pas seulement dans les zones rurales, hein, c'est l'accès au secteur à l'électricité. Bon, effectivement, je peux préciser par rapport à ça, le dispositif tourne sur une batterie qui alimente à la fois le Raspberry et le projecteur. Sachant que l'idéal est d'avoir deux batteries plus un panneau solaire. Donc un panneau solaire charge une batterie pendant que l'autre fonctionne et puis on alterne le lendemain. Une précision par rapport à ce que vient de dire Guy, sans Corée, les 5000 ressources créées par les réseaux par Canopé sont également disponibles. Et par rapport à la nécessité de trouver la bonne ressource, on a des discussions actuellement avec Quant, hein, j'étais encore avec eux il n'y a pas très longtemps. On va regarder s'il n'y a pas moyen de mettre un petit moteur de recherche dans le Raspberry pour faciliter ces ressources, avec une technologie française. Très bien. Merci pour la précision. Nous sommes presque arrivés au terme de cette table ronde. S'il y avait juste un dernier mot, puisqu'on a abordé quand même le point économique, c'est-à-dire que la raréfaction des fonds est pas seulement française, elle est mondiale. Donc forcément, il y a un enjeu aussi économique d'être toujours aussi présent pour développer la francophonie, mais en faisant attention aux subsides. Judy Kael. Clairement, non, je crois que l'enjeu, ce qui est vraiment intéressant dans cette discussion, c'est qu'on voit qu'il y a des acteurs économiques, il y a des acteurs institutionnels et il y a des acteurs de terrain, hein, des praticiens. Et je crois que le véritable enjeu, c'est que nous, en tant que ministère, aussi bien avec le ministère des Affaires étrangères, hein, faut pas l'oublier aussi sur ce sujet-là, et y compris le ministère de l'économie et des finances, l'enjeu, c'est aussi de promouvoir nos acteurs privés, aussi bien éditoriaux que fournisseurs de solutions technologiques. Donc je crois que là on est en train de vivre quand même une évolution. C'est l'idée qu'on ne pourra pas répondre aux besoins de l'Afrique et en même temps conserver notre influence si on n'y va pas tous ensemble, hein. Et je crois que ça, tous les ministères que j'ai cités, donc aussi bien mon ministère que le ministère des Affaires étrangères que le ministère de l'économie et des finances, sont bien conscients qu'il faut aller dans cette direction, et je pense que la France peut répondre en grande partie à ces défis. Alors je m'arrêterai là, je ne veux pas être trop long. Il y a deux échéances qui sont extrêmement importantes qui vont arriver. Il y a eu donc le voyage présidentiel au Burkina Faso et donc le mois dernier, et il y aura donc à Dakar en février une réunion sur le partenariat mondial pour l'éducation, à laquelle donc qui sera présidée par le président Macron et le président Macky Sall, où toutes ces questions de la massification, de l'usage du numérique aussi pour y répondre seront soulevées. Donc je pense que la France, là, j'espère qu'on en a donné un aperçu. La France a vraiment toute sa place à prendre. Guy Ménan. Oui, avec le micro, s'il vous plaît. Pardon. Je voulais insister sur l'idée que là nous réfléchissons entre nous. Nous avons des partenaires. Ces partenaires, on discute quotidiennement avec eux, des partenaires en Afrique. Ils sont pas représentés aujourd'hui pour des raisons pratiques, en fait, parce qu'on avait essayé d'en contacter quelques-uns. Mais bien insister sur quelque chose qu'a dit tout à l'heure Thierry. Non, c'est Pascal, pardon. Les ressources actuellement. On a alimenté effectivement la mémoire du Raspberry de Thierry. Thierry a alimenté abondamment son Raspberry. Il propose des choses qui existent, mais l'enjeu principal, c'est que à partir de ce qui existe et qu'on va proposer aux gens dont on est les partenaires, que ça amorce une idée locale, sur place, de faire la même chose ou de faire autrement, de s'inspirer dessus. C'est en quelque sorte une graine qui est déposée pour que ensuite il y ait toute une dynamique éditoriale en Afrique qui se crée autour de ces outils. C'est de là-bas que doivent partir les choses. Donc, actuellement, l'OIF est installé à Dakar sur l'Institut de la formation pour l'éducation, l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, voilà, l'IFEF. Et donc, l'opération Élan Afrique, dont je parlais tout à l'heure, y est aussi. C'est avec eux en particulier que nous, REPTA, nous avons l'intention d'essayer de concrétiser l'idée qu'on vient de développer. Avec Tactiléo, avec Aid for Free, on pourrait essayer, en effet, avec eux, de mettre en place des noyaux d'édition multimédia qui vont faire démarrer tout un système.
Et nous sensibiliser les bailleurs aussi à ce type d'initiatives et de partenariats public-privé aussi qui sont très très intéressants. Très bien, merci. Pascal, un dernier mot sur cette table ronde, tout a été dit. Vous êtes prêts, vous, pour développer encore plus de support et de ressources pour les pays africains? Comme le disait voilà Judicaël, on a de bonnes bases entre les différents apports qui peuvent être faits par les partenaires, et maintenant il faut mettre ça en mouvement et en dynamique. Je crois que vous aviez un vœu pour terminer, c'était le mot de la fin, puisque nous sommes en période de fête de fin d'année et que l'on peut se souhaiter plein de bonnes choses. Vous souhaitiez terminer cette table ronde, Monsieur Mélan, sur un vœu à formuler. Oui, ben voilà, un vœu en fait d'association de partenaires complémentaires en Afrique. Et nous trois, par exemple, pour démarrer un exemple, pour réaliser des ressources qui vont déclencher toute une évolution de la pédagogie en Afrique. Ceci avec des partenaires qui sont là-bas. Donc que à la rentrée se mette en place une rencontre, que s'organise un atelier de mise en place d'un document de cadrage pour que démarre une action concrète. Vous avez déjà quelques hochements de tête positifs autour de cette table. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vais remercier Thierry Coillac, directeur e-éducation chez Orange, avec son robot BIM Pro de chez Awabot. Merci beaucoup. À mes côtés, donc, Pascal Bringer, directeur général de Mascotte, Judicaël Regnault, qui est donc sous-directeur des relations internationales au ministère de l'Éducation, et Guy Mélan, inspecteur général de l'éducation nationale honoraire et membre du réseau Éducation pour tous en Afrique. Ne nous quittez pas, puisque dans quelques instants, c'est une nouvelle intervention sur Edumix, comment réinventer les lieux et les pratiques d'enseignement, avec Jean Pouly, directeur du développement et professeur associé à l'IRAM, et Yves Armel Martin, directeur d'Erasme. Voilà, le robot Awabot va passer dans le champ. Voilà, nous sommes en direct. C'est Thierry qui essaye de se garer.